On va commencer avec la littérature, donc, et ce nouveau roman d'Alexandra Schwarzbrod, Les Lumières de Tel Aviv. Alors, dans votre livre, les ultra-religieux prennent le pouvoir à Jérusalem pour former le Grand Israël. Qu'est-ce qui les anime ? Ah bah c'est le pouvoir, le pouvoir. Ça m'avait beaucoup frappé en 2000 quand je travaillais là-bas, donc pour Libération, de voir à quel point les ultra-orthodoxes avaient aussi envie de pouvoir. Et je suis retournée régulièrement là-bas et j'ai vu la progression, en effet, comment ils étendaient peu à peu leur pouvoir sur le pays. Jérusalem, que j'ai connue comme une ville très mélangée, maintenant est devenue une ville très religieuse. Hein. Le cœur, le centre de Jérusalem est fréquenté essentiellement par des religieux. Et donc, c'est une question qui me trottait dans la tête depuis longtemps. Qu'est-ce que ça donnerait un pays qui serait gouverné par les ultra-orthodoxes ? Et dans cette fiction, il y a la résistance qui va s'organiser face à eux, face à ces personnes qui prennent le pouvoir. Qui va résister au juste à ces extrémistes ? Alors, tous les laïcs, évidemment, les laïcs juifs et musulmans qui vivent à la fois à Jérusalem et dans les territoires palestiniens, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce roman, les ultra-orthodoxes ont pris le contrôle de toute la Cisjordanie, c'est-à-dire que les Palestiniens ont été évacués dans des cars dans les pays limitrophes. Et donc, tous les Arabes, tous les Israéliens de gauche, laïcs, se sont réfugiés à Tel Aviv pour essayer de faire renaître l'idéologie des années 40-48. À l'époque, quand on voulait vivre de façon collective, égalitaire, et cette fois-ci, le mode des kibboutz, mais cette fois-ci, en y incluant les Arabes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les Juifs laïcs de gauche, il y a tous les Palestiniens et aussi toute la diaspora, tous les habitants des pays arabes de bonne volonté qui ont envie de fuir les dictatures religieuses ou politiques et qui viennent par les bateaux. Par les bateaux, voilà. À Jaffa, pour prêter main forte à cette résistance. Alors, avec l'aide de nationalistes russes, le rabbin et Premier ministre Aryeh Golan dirige d'une main de fer donc désormais le Grand Israël, où on privilégie avant tout la Torah, le livre saint. Et il y a une muraille de béton, hein, c'est matérialisé autour de Jérusalem. Entre Tel Aviv et Jérusalem, on a construit un mur pour vraiment séparer ces deux mondes. Donc il y a d'un côté le monde religieux et nationaliste russe avec donc le Grand Israël, et de l'autre côté du mur, il y a Tel Aviv, la laïque, Tel Aviv, l'espoir d'égalité, de solidarité, d'entraide et de vie commune, toute communauté confondue, mais laïque. Laïque, il y a celles et ceux qui vont tenter, plusieurs personnages, de franchir dans un sens ou dans l'autre ce mur au péril de leur vie. On a Haïm, un ultra-orthodoxe en cavale. On a Moussa et Malika, deux jeunes Palestiniens en exil. Anna, la femme d'un religieux qui rêve de liberté. Isaac, conseiller d'un ancien Premier ministre, du Premier ministre qui est en proie au doute. Comment est-ce que vous avez choisi ces personnages, tiens d'ailleurs ? Parce que chacun représentait une vie. C'est-à-dire que Moussa et Malika, par exemple, qui sont réfugiés dans des grottes de Bethléem, ils incarnent ces Palestiniens qui essayent de résister et qui finissent par vivre comme des animaux autour de Bethléem. Ils en viennent même à marcher à quatre pattes parce que finalement, ils ont vu partir les cars qui emportaient leur famille ailleurs et eux, ils sont restés, ils se cachent et ils vivent comme des animaux. Donc ils incarnaient ça. Évidemment, les ultra-orthodoxes, il y a l'ultra-orthodoxe sortant, comme on appelle ces ultra-orthodoxes qui essayent de sortir du carcan religieux et de revenir à une vie normale, entre guillemets. Donc ça, c'est Haïm qui essaye justement de franchir le mur qui le sépare de Tel Aviv. Isaac, c'est un personnage qui me plaisait beaucoup. C'est le conseiller du Premier ministre qui, normalement, devrait adhérer à tout ce que va décider ce Premier ministre ultra-orthodoxe. Mais quand celui-ci va décider d'équiper le Grand Israël en robot tueur, il va dire non, là, stop.
top. Et là, il va découvrir à quel point c'est le pouvoir et non la religion qui guide ce Premier ministre. Et là, il va dire non, je ne peux pas. Voilà, et Anna, c'est une femme que j'aime beaucoup, qui existait déjà dans mon Anna et Elie Bichara. Elie Bichara, c'est un des héros qui est un arabe israélien. Parce que ça, pour moi, ça m'a toujours fasciné. Comment peut-on être arabe et israélien en même temps? Beaucoup ne comprennent pas, en fait. Ce voilà, sont les Palestiniens qui, en 1948, sont restés dans les frontières de l'État et qui sont d'Israël. tiraillés parce qu'ils se sentent à la fois très israéliens et en même temps, les Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza sont leurs frères. Enfin, ils sont palestiniens. Et donc, ils sont en permanence tiraillés entre ces deux identités. Et je trouve ça passionnant de me mettre dans la peau, justement, de cet arabe israélien. Alexandra Schwarzbrod, dans Libération cette semaine, on pouvait lire tout un reportage de 3 pages, tourné en Cisjordanie, où l'on voit en exergue d'ailleurs un Palestinien qui dit on nous arrête, on nous annexe et on nous tue. On imagine que dans votre roman, vous êtes inspiré aussi de faits d'actualité, à commencer par l'annexion de pans entiers de la Cisjordanie qui se dessine. Benjamin Netanyahou a présenté son plan à l'automne dernier, au mois de septembre. Quel regard portez-vous, au fond, sur la situation très sombre, mais en même temps, quand on voit votre roman, on se dit qu'il reste toujours une lueur d'espoir? À la limite, ce roman raconte ce qui pourrait finir par arriver si, en effet, quelqu'un comme Benjamin Netanyahou continue la politique qui est la sienne aujourd'hui. Là, il veut annexer des pans de Cisjordanie, mais peut-être que demain, il annexera toute la Cisjordanie. Donc voilà, ce roman raconte ça. Plus prosaïquement, je pense que l'annexion, j'ai discuté avec beaucoup de Palestiniens dernièrement qui me disent, mais finalement, à la limite, ça va presque rendre notre situation actuelle, notre vie actuelle plus claire aux yeux du monde. Parce que finalement, on n'a aucune liberté de mouvement. On n'est pas maître de notre existence et de notre territoire, encore moins de notre territoire. Et finalement, cette annexion, voilà, c'est une façon de mettre des mots sur la tragédie que l'on vit. C'est en quelque sorte un roman d'anticipation, on peut le lire comme ça, mais peut-être aussi une histoire d'amour. Il faut lire le livre pour le savoir. On va s'intéresser à un point qui attire l'attention dans votre roman, c'est le soutien des Russes qui aident à former ce grand Israël. À première vue, quand on suit un peu l'actualité aujourd'hui, on se demande pourquoi des Russes. Mais pourtant, Slimane Zeguidon, notre éditorialiste, s'est penché sur la question. Il a lu votre livre et il nous éclaire sur le sujet. Cette idée paraît a priori totalement saugrenue. Après tout, n'est-ce pas cette même Russie qui est en train d'armer l'Iran et la Syrie, les pires adversaires d'Israël? Pourtant, à y regarder de plus près, cette alliance entre Israéliens et Russes n'est pas si absurde que ça. Tenez, faut-il rappeler qu'Israël est le pays le plus russophone en dehors de l'espace ex-soviétique? Que la langue de Tolstoï est la langue maternelle la plus parlée en Israël, juste après l'hébreu et l'arabe. Que la minorité russe en Israël représente presque un quart, sinon plus, de la population juive du pays. Plus encore, alors qu'on est en train de détruire des monuments à la gloire de l'Armée rouge dans tous les pays de l'ex-espace soviétique, Israël est le seul pays où on en érige de nouveau. C'est ainsi que Vladimir Poutine a inauguré un monument à la gloire de l'Armée rouge en 2008 dans la ville côtière de Netanya. Et cette année, en janvier, à Jérusalem, un monument en mémoire des victimes du terrible siège de Leningrad. Mieux encore, la fête de la victoire contre le nazisme, célébrée par les Russes le 9 mai, c'est une date sacro-sainte pour la culture patriotique russe. Eh bien, cette fête a été décrétée par un vote de la Knesset en juillet 2017 sur proposition du parti Israël Notre Maison, parti russe, a été décrétée fête nationale en Israël. En un mot comme en mille, si les objectifs et les intérêts géopolitiques de la Russie et d'Israël paraissent incompatibles, les relations humaines, culturelles, familiales et linguistiques sont autrement plus denses que celles qui existent entre les Russes et les Iraniens ou les Russes et les Syriens.
Alexandra Schwarzbrod, étonnant dans cette date, Super. notamment du 9 mai. Super, je découvre plein de choses, là, c'est passionnant. Oui, mais moi j'ai été beaucoup, alors moi qui suis en plus russophone, quand j'ai vécu là-bas, en effet, il y avait des quartiers entiers de Jérusalem qui étaient, où vivaient les Russes. Moi, quand vous baladez dans la rue, vous entendez du russe en permanence. Et puis j'étais très marquée par ce personnage qui a un peu nourri mes héros, qui est Avigdor Lieberman, Ouais. qui a longtemps été ministre des Affaires étrangères de Netanyahou, qui est quelqu'un d'extrêmement, et qui lui-même n'avait pas hésité à dire qu'il fallait chasser les Palestiniens du territoire. Il est natif d'une ex-république soviétique. Où ses Absolument. parents, ouais. Non, il est natif, je ne sais plus d'où Ouais. il est natif Mais exactement. mais il est originaire d'un il est- pays russophone. Ah bah oui, bien Ouais. sûr. Et donc, et souvent les Russes en Israël, on les retrouve parmi les franges les plus. Enfin, c'est pas des gens de gauche. Enfin, il n'y a pas beaucoup de gens de gauche parmi la communauté russe.